Voilà, bonjour Nicolas Gauvry, je vous remercie d'avoir accepté ma demande d'interview au sujet d'un thème qui m'interpelle et qui me parle énormément dans ma pratique. Donc, je suis psychologue clinicienne, je travaille avec des personnes principalement concernées par un neuroatypisme et j'accompagne ces personnes en individuel et en groupe dans ma consultation. Je forme également des personnes pour les accompagnements. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de croiser régulièrement ce qui se dit et ce qui se passe au niveau scientifique avec notre réalité clinique dans nos consultations. Et donc, c'est à ce titre-là que je vous ai invité. Et j'aurais bien aimé peut-être qu'on commence par votre parcours et ce qui vous a amené à vous intéresser aux questions de haut potentiel. Bonjour, merci de l'invitation. Moi, au départ, j'étais parti pour travailler en mathématiques. Donc, je faisais des études de mathématiques et j'ai eu envie de diversifier un peu, ce qui fait que j'ai commencé à étudier la psychologie en même temps, en parallèle des mathématiques. Et puis, je me suis orienté ensuite parce que ça me permettait faire un peu vivre les deux en sciences cognitives. Voilà, je ne suis pas clinicien, j'ai jamais été clinicien, jamais pratiqué. Même si j'ai le titre, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, le titre de psychologue est protégé, donc il faut avoir fait suffisamment de stages et toutes les études qui vont bien. Donc, j'ai le titre de psychologue, mais j'ai jamais, voilà, je suis pas psychologue au sens praticien. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est vraiment la recherche. Au départ, mes thèmes de recherche étaient plutôt orientés vers tout ce qui se trouve à la frontière entre mathématiques et psychologie. Donc, je m'intéressais plutôt au modèle mathématique pour la psychologie. Mais un peu par hasard, je me suis retrouvé confronté à la question du haut potentiel intellectuel à la suite d'une conférence grand public à laquelle j'ai assisté. J'avais trouvé ça passionnant. Voilà, ça marchait très bien. J'ai découvert après coup que ça fonctionnait très bien justement parce que c'était fait pour plaire au plus grand nombre. Enfin, c'était fait. Il n'y a pas forcément d'intention derrière, mais du coup, ça m'avait tellement intéressé que je me suis mis à creuser un peu la question du haut potentiel. Et c'est comme ça que j'ai découvert petit à petit, à l'époque, qu'on racontait beaucoup de bêtises et que ce qui paraissait des connaissances communes dans la population générale et même chez pas mal de psychologues praticiens, en fait, c'était juste à contre-courant de ce qu'on trouve dans les données scientifiques. Mhm. Oui, et vous avez l'air de dire que c'était pas fait de manière intentionnelle de donner ces informations qui peuvent vraiment parler à un plus grand nombre et à un grand nombre de personnes. Mais c'est aussi ce que je constate avec parfois peut-être des éléments qui échappent à une validité scientifique, en fait, ou dans lequel, effectivement, certains organismes cherchent à parler à un grand nombre de personnes et vont appuyer sur des éléments peut-être plus émotionnels que des choses qui sont réellement validées par la science. Comment est-ce que on peut définir le haut potentiel intellectuel actuellement? Alors peut-être je vais d'abord rebondir Ouais. sur cette question de la fonctionnalité parce que c'est quelque chose qui m'a pas mal intrigué. Je me suis demandé pourquoi les... il y avait des idées reçues comme ça tellement répandues et comment c'était possible, y compris chez des professionnels. Et je pense, alors juste pour le cas de la France, hein, parce que je sais pas si c'est partout pareil, mais en tout cas, ce qui semble s'être passé en France, c'est que dans les années 70, je veux dire comme ça, 70, euh, en France, il y a eu des modifications dans l'éducation. Alors, attendez, il y a eu des modifications dans le système éducatif qui ont fait que les élèves plus en avance, plus doués, etc., avaient du mal à trouver des aménagements au sein de l'éducation nationale en France et que des associations de parents, du coup, ont essayé d'obtenir quelque chose, d'obtenir qu'on tienne compte de la spécificité de leur enfant à haut potentiel. Et en fait, disons que la politique, euh, l'idéologie, en tout cas, qu'il y avait en France, a fait que la réponse de l'éducation nationale a toujours été qu'on ne va pas faire des efforts pour des gens qui sont déjà avantagés.
Et donc, ils n'ont pas pu obtenir quoi que ce soit en appuyant simplement sur ce qui est vraiment le haut potentiel. Je dis juste après. Et, Mm. et par contre, ils ont réussi à obtenir quelque chose en disant, si vous ne faites rien pour nos enfants, ils vont être en difficulté scolaire, ils vont être en décrochage scolaire, ils vont être en dépression, etc. Donc en fait, ils ont pathologisé, si on veut, le haut potentiel, en disant que c'était plutôt une source de problème. Et c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé d'obtenir quelque chose d'éducation nationale. Ça a fonctionné. Et du coup, il y a eu toutes ces associations euh, qui étaient là, qui ont été ensuite, qui ont reçu des renforts, je pense, de certains praticiens qui, dans leur cabinet, voient de fait des hauts potentiels qui ont des difficultés, parce que sinon ils ne seraient pas là. Et donc, qui peuvent avoir l'impression, à cause de ce biais d'échantillonnage, en fait, la plupart des hauts potentiels sont pas spécialement confrontés à des psychologues dans leur vie. Euh, alors après, parfois, ça peut être pour des choses qui sont vraiment juste des événements de vie, des deuils ou des choses comme ça. Et là, on n'a pas l'impression que le haut potentiel est un problème. Mais quand un haut potentiel va voir un psychologue, en général, c'est parce qu'il y a autre chose, évidemment, que le haut potentiel qui, en lui, n'est pas un problème. Et ça peut donner l'impression, du coup, qu'il y a un lien entre le haut potentiel et toutes sortes de problèmes. Du coup, il y avait cette impression à la fois dans les associations et puis chez certains psychologues que le haut potentiel, c'était une source de difficulté. Et comme dans la formation, en tout cas en France, dans la formation des psychologues, il n'est jamais question de haut potentiel, c'est très rare en tout cas, hein. Moi, je fais une formation de 4 heures sur le haut potentiel dans une université autour de Paris, mais c'est une des rares qui a prévu ça, hein. En général, il n'y a juste rien. Donc les sources d'information des psychologues, c'est ce que eux vont chercher après. Et comme tout le monde a l'air d'accord dans les livres, les interviews qu'on trouve, etc., chez les praticiens et dans les associations de personnes concernées, bah, du coup, c'est normal qu'ils transmettent un peu ce qui est dit. Et en gros, le message à l'époque, je pense que ça a changé un peu maintenant, mais c'était toujours le haut potentiel, c'est une source de difficulté à tous les niveaux émotionnels, etc., y compris scolaire. Voilà, je fais une grosse parenthèse. Maintenant, la question de savoir ce que c'est exactement. Alors, il y a une sorte de consensus chez les scientifiques pour dire que on peut définir, enfin, pour définir le haut potentiel comme simplement un QI supérieur, un QI total supérieur à 130. Ce qui veut dire en gros les 2,3% de la population qui ont le quotient intellectuel le plus élevé. Voilà, mais c'est une définition qui a été posée comme ça parce qu'elle a l'avantage d'être simple et opérationnelle. On peut facilement du coup savoir qui est au potentiel et qui ne l'est pas. Mais il y a quand même des discussions encore aujourd'hui parmi les théoriciens et aussi, bien sûr, parmi les praticiens parce que c'est pas complètement satisfaisant comme définition. Donc c'est ce qu'on utilise le plus souvent en recherche, il y a une sorte de consensus. Mais l'idée qui est derrière, je pense, si on revient à l'idée de départ, l'idée du haut potentiel, ce serait une personne est à haut potentiel si elle a ce qu'il faut, donc à définir ce qu'il faut, pour éventuellement devenir un génie. Et on va définir un génie comme quelqu'un qui peut avoir un impact important sur la culture ou la science. Voilà. Donc un génie, c'est Einstein, Léonard de Vinci, je ne sais pas quoi en art. Ça peut être n'importe qui a lancé un nouveau mouvement. Euh, et donc l'idée de l'étude du haut potentiel, quand c'est devenu un petit peu rigoureux, ça a été d'essayer de déterminer si on pouvait, chez des enfants, des adolescents ou même des jeunes adultes, pourquoi pas, voir s'il y avait les éléments qui permettraient qu'un jour ça devienne, ces personnes puissent devenir des génies, donc définis comme ça. Et donc la question, c'est de savoir ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir un jour être un génie? Et juste pour citer un autre modèle, parce qu'en fait, il y a plein de modèles, il y en a des dizaines, Mm. mais un autre modèle que le plus simple, basé uniquement sur le quotient intellectuel, il y a ce qu'on appelle le modèle des trois anneaux de Joseph Renzulli, qui dit ceci, il dit que pour être à haut potentiel, ce qu'il faut, c'est d'une part une intelligence élevée, donc là on rejoint le QI supérieur à 130. Mais il continue en disant que ça suffit pas, parce qu'en plus de ça, il faut de la créativité, parce que si on est intelligent mais pas créatif, on va être efficace, mais on va rien révolutionner, donc on va pas inventer une nouvelle théorie, ou si c'est de l'art, un nouveau mouvement artistique. Pour ça, il faut en plus être créatif. Et puis, Joseph Renzulli continue en disant que une grande intelligence
et une grande créativité, ça suffit encore pas, parce que même en étant très créatif et très intelligent, si on travaille pas énormément, il se passera rien, on va rien inventer. Et donc, il rajoute cet élément qu'il appelle engagement dans la tâche, qui veut dire en gros motivation, la niaque, voilà, la capacité à travailler beaucoup. Et il dit qu'il faut ces trois éléments pour qu'on puisse parler de haut potentiel. Ça, c'est tout à fait entendable comme définition. Et c'est bien parce que c'est pas très compliqué, et c'est très compréhensible, on voit bien pourquoi les trois éléments sont là. Le problème, c'est que c'est pas très opérationnel parce qu'on ne sait pas bien comment mesurer l'engagement, que ça varie, ça peut varier d'un moment à l'autre, que la créativité, c'est pareil, on sait la définir, mais on ne sait pas trop bien la mesurer. Et qu'en plus de ça, il faut que les trois éléments, intelligence, créativité et engagement, euh, soient visibles sur le même objet. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui serait très créatif en guitare et qui travaille beaucoup la chimie, ça va rien donner s'il n'est pas aussi créatif en chimie. Il va pas devenir un génie ni en chimie parce qu'il n'est pas créatif, ni en guitare parce qu'il travaille pas dessus. Donc en plus, il faudrait trouver sur quel élément la personne va avoir à la fois les trois composantes de ce modèle. Donc c'est pas pratique en fait pour savoir qui a haut potentiel. Mais c'est une définition qui pourrait se défendre, voilà, qui font que certains défendent. Donc voilà, c'est pour dire juste que, comme beaucoup de choses, le haut potentiel, c'est comme la notion d'intelligence, de mémoire, de vie, je ne sais pas quoi, tous ces concepts hein, qui sont au départ un peu vagues. Quand on veut les faire rentrer dans la science, on est obligé d'en trouver une version qui soit un peu carrée, avec une définition simple et surtout opérationnelle. Et Donc là, j'ai cité mesurable un aussi, modèle, mais il y en a des j'imagine. dizaines. Et mesurable également. Pardon. Et mesurable du coup, parce Oui, mesure qu'effectivement, par si on peut opérationnel, pas je veux dire, mesurer, ouais, hmm, ouais. d'accord, ok. Parce que ce critère effectivement de réalisation élevée, donc de génie visible, euh, est-ce que ça reste un critère dans ce modèle des trois anneaux? Parce que moi j'ai compris qu'il y avait des modèles qui avancent cette idée de zone de génie et donc de réalisation importante euh, pour modifier le cours des éléments, pour changer le monde en fait, et que d'autres modèles en fait parlent de créativité, mais dans des zones qui peuvent être beaucoup plus anonymes, beaucoup plus autour de soi en fait. Et or, moi, je rencontre des personnes dans ma clinique qui n'ont pas spécialement des réalisations importantes, mais qui, au niveau du quotient intellectuel, répondent totalement à ces critères de haut potentiel. Euh, ouais, alors je finis juste sur l'intelligence, comment on arrive au modèle beaucoup plus simple que juste l'intelligence. Oui. Parmi les dizaines de modèles qu'il y a, en fait, il y a un élément qui revient tout le temps, c'est justement l'intelligence au sens de ce qui est mesuré par le quotient intellectuel, puisque, bon, on pourrait mesurer l'intelligence autrement aussi, mais ça, c'est toujours présent. Et donc, en quelque sorte, prendre cette définition QI supérieur à 130, qui peut paraître simpliste, en fait, c'est quand même conserver ce qu'il y a de vraiment central dans tous les modèles. La créativité, tout ça, c'est pas dans tous les modèles, mais l'intelligence, c'est dans tous les modèles. Après, les réalisations, c'est pas un élément pour identifier le haut potentiel. En fait, le terme potentiel veut dire qu'il y aurait la possibilité que. C'est un peu comme si on disait que quelqu'un, si on regarde ses muscles, sa musculature, sa vitesse, tout ça, il a ce qu'il faut pour être un grand sportif. Mais s'il n'a pas envie de faire de sport, il ne deviendra pas un grand sportif. Et bah, c'est exactement la même chose. Donc en gros, quand on dit que quelqu'un est au potentiel, c'est il a ce qu'il faut intellectuellement pour, s'il a envie, s'il a de la chance, s'il fait ce qu'il veut, ce qu'il faut, etc., pour éventuellement arriver à révolutionner quelque chose. Mais ça ne veut pas dire du tout que ça va se produire. Donc, Hmm. les réalisations, c'est pas dans la définition, c'est la possibilité de réalisation qui est dedans. Sinon, parfois, on parle de réalisation pour autre chose, pour dire qu'on peut tenir compte des réalisations, par exemple la réussite académique, quelqu'un qui a des très bonnes notes à l'université ou qui comprend très bien, ça peut être des signes de haut potentiel, mais c'est pas une réalisation au sens culturel où on l'entend. En fait, vraiment, je crois que haut potentiel, c'est la possibilité du génie, si on veut le définir comme ça. Mais ça ne veut pas dire que ça se réalisera, et il y a plein de raisons qui peuvent être. Ça peut être des choix, parce que si ça vous intéresse pas,
Si vous pourriez inventer quelque chose de fantastique, mais que ça ne vous intéresse pas, vous ne le ferez pas. Si quelqu'un d'autre découvre ce qu'il y a de découvrable à ce moment avant vous, ben, ce ne sera pas vous le génie. Si vous n'avez pas eu la chance de naître au bon endroit, pareil, parce que si vous êtes très intelligent dans un milieu très pauvre et que vous n'avez pas accès à l'éducation, ben, vous avez beau être très intelligent, vous n'allez pas pouvoir en fait réaliser tout ça. Donc voilà, la réalisation, c'est pas pour tous les HPI. Voilà. On va dire ça comme ça, Hmm. pour plein de raisons différentes. Oui, donc du coup, enfin, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire du coup de créer un environnement qui puisse potentialiser ben, ces potentiels de départ du haut potentiel, qui puisse les amener ce haut potentiel dans un parcours qui pourrait lui permettre de révéler toutes ces zones de génie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui devrait être adapté dans son environnement, à la fois au niveau familial et peut-être scolaire? Euh, oui, alors familial, je ne saurais pas trop répondre, mais en tout cas scolaire, oui, il y a beaucoup de recherches pour savoir ce qui est efficace, c'est-à-dire pour favoriser la réalisation du potentiel. Et bah, il y a plusieurs pistes de choses qu'on peut faire à l'école. Alors, on insiste beaucoup sur, par exemple, la différenciation qui permet de ne pas sortir l'élève du groupe classe. Donc, on laisse la classe comme elle est. Et l'élève à haut potentiel fait pas la même chose que les autres parce qu'en fait, chaque élève va faire quelque chose d'un peu particulier. Je donne un exemple parce que je trouve que c'est pas très clair dit comme ça et dans les définitions qu'on peut trouver souvent. Mais voilà, un exemple concret. Vous avez une classe, les élèves doivent faire un poster sur la biodiversité, par exemple. Eh ben, on peut introduire de la différenciation en disant on va mettre les élèves par groupe de 4, 5 pour faire le poster, mais tout le monde ne répondra pas exactement à la même question. C'est-à-dire que certains auront des données fournies par l'enseignant et devront les représenter graphiquement. Donc ça, c'est un niveau d'abstraction assez faible. Euh, mais simplement, ils doivent mettre en œuvre du coup, des choses qu'ils ont appris à l'école et voilà, ce sera leur poster. D'autres devront, par exemple, aller chercher par eux-mêmes comment on a obtenu ces données, à quel point elles sont fiables, etc. Ça pourrait être pour le groupe qu'on pourrait appeler au potentiel, entre guillemets. Et du coup, ils travaillent sur la même chose que les autres. Ça fait un poster un peu différent, complémentaire du premier. Donc, on garde vraiment le groupe, le type de travail qui est fait mais ça permet à chacun d'avoir un travail qui est un peu plus adapté à ce qu'il est. Et donc là, en fait, l'idée, dans cet exemple-là, ce serait que les élèves à haut potentiel aient un travail un peu plus conceptuel, théorique et abstrait, qui demande un peu plus d'autonomie que juste représenter graphiquement des données qui sont fournies. Oui, et Voilà. d'esprit critique Et voilà, ce apparemment genre de choses aussi. on peut faire. Et un esprit critique peut-être plus aiguisé aussi. Dans l'exemple que vous donnez, on dirait que c'est en tout cas le, l'élément, le critère que vous amenez pour différencier les élèves. Est-ce que vous considérez que, par exemple, le potentiel intellectuel a un esprit critique plus disponible, plus aiguisé? En général, oui, c'est un peu lié. Hmm. Statistiquement, même si c'est voilà, même si c'est pas le lien n'est pas aussi fort qu'on pourrait l'imaginer, mais en général, oui. Les fois où c'est pas dans ce sens-là, où c'est inversé, c'est quand quelqu'un utilise son intelligence pour justifier ce qu'il a envie de justifier, même si ça va contre la logique, par exemple. Ouais, ça c'est. Excusez-moi, est-ce que je peux juste couper le son pendant peut-être 1 ou 2 minutes parce que j'ai un coup de fil qui est peut-être important. Oui, bien sûr, je vais Ouais. interrompre et puis Désolé, on hein. reprendra. Voilà. Donc en fait, dans l'exemple que vous donnez, les élèves ne sont pas différenciés, enfin en tout cas pas séparés d'autres groupes et sont dans la même classe. Maintenant, j'ai des exemples aussi d'élèves à qui on fait passer une classe, ou par exemple aussi des écoles qui sont dont certaines classes sont vraiment destinées uniquement aux élèves à haut potentiel. Alors, dans les sauts de classe, moi, ce que je constate, et de nouveau, ma clinique est orientée forcément vers des personnes qui sont en souffrance, je constate, c'est que le,
comment dire, le développement affectif n'est pas toujours au niveau du développement intellectuel. Et que donc les élèves qui sautent une classe se retrouvent avec des jeunes qui sont plus âgés qu'eux et sont parfois en difficulté, en souffrance dans ce groupe-là. Qu'est-ce que vous pensez des sauts de classe et des groupes dédiés uniquement au potentiel, par exemple? Alors, pour tout ce qui concerne je vais commencer par le regroupement, c'est peut-être plus simple. Donc, ça, Oui, c'est quand on sépare en gros les élèves au potentiel des autres. D'ailleurs, en fait, on dit au potentiel, mais ça, on pourrait aussi séparer, ça se fait aussi, hein, séparer par exemple ceux qui sont plus forts en mathématiques et ceux qui sont plus forts en lettres. Donc, c'est pas forcément au potentiel en réalité, mais bon, ça peut aussi se faire pour les hauts potentiels. Donc, si on fait une classe spéciale au potentiel, ça veut dire qu'on retire les élèves au potentiel des classes ordinaires pour les mettre dans une classe à part. Et en fait, les études montrent que ça a des différents effets. En fait, si vous retirez les élèves au potentiel pour les mettre dans une classe à part, ça leur permet d'aller plus loin. Donc c'est bon pour leur niveau scolaire. Ils ont un meilleur niveau scolaire. Par contre, ils ont une moins bonne estime d'eux-mêmes, ce qui est assez simple à comprendre, puisqu'ils avaient l'habitude d'être premiers, puis là, il y en a la moitié qui sont en dessous de la moitié, donc forcément. Et donc, il y en a au moins un qui se retrouve dernier de la classe, alors qu'il avait l'habitude d'être plutôt dans les meilleurs. Donc c'est un peu mitigé, mais le plus important, c'est pour ceux qui restent. C'est-à-dire que quand on a retiré les élèves au potentiel d'une classe, en fait, ce que ça a comme effet sur la classe qui reste, c'est l'inverse. C'est-à-dire c'est plutôt bon pour l'estime de soi des élèves qui n'ont plus, du coup, l'élève au potentiel dans leur classe, mais par contre, ça fait baisser leur niveau. Je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être que les attentes des enseignants ont tendance à s'aligner sur le niveau moyen et que du coup, il y a moins d'attentes et qu'ils avancent moins. Mais en tout cas, c'est un effet négatif sur les autres élèves. Ce qui fait que c'est pas la solution la plus recommandée, en fait, en général, dans les analyses. Donc voilà, ça c'est pour le regroupement. Pour ce qui est saut de classe, ou on appelle des fois plus généralement accélération de parcours, parce que ça peut être saut de classe, mais il y a aussi d'autres modalités. Des fois, ça peut être, par exemple, on peut avancer d'un niveau, mais uniquement dans une matière. Donc ça fait, quand c'est possible, hein, c'est un problème d'organisation assez important. Mais par exemple, certains élèves, s'ils sont bons, je ne sais pas, en histoire, pour varier un peu, peuvent suivre le cursus ordinaire, sauf en histoire où ils vont dans la classe de niveau supérieur. Il y a d'autres systèmes aussi où simplement, par exemple, ils peuvent entrer en première année de primaire une année plus tôt. Donc en général, on n'appelle pas ça un saut de classe, mais une inscription anticipée, l'admission anticipée. Bref, tout ça, c'est des systèmes qui permettent d'être plus vite, plus loin. Et dans les études, en fait, les résultats montrent, il y a des méta-analyses là-dessus, c'est assez bien établi, que globalement, c'est très positif. C'est-à-dire que c'est un effet positif sur le niveau scolaire, sans avoir d'effet négatif sur toute la sphère émotionnelle, affective. Mais, donc c'est là qu'il y a un mais, et donc c'est pas étonnant qu'il y ait quand même des gens qui se retrouvent en difficulté. Ça, c'est valable si on fait très attention, c'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas faire sauter une classe à tout élève qui voudrait ou qui a les moyens d'eux. Et il faut tenir compte de beaucoup de critères. Et donc, par exemple, en France, quand ça se fait, ce qui est assez rare, même si maintenant on le met un peu plus en avant, ça se fait après beaucoup de discussions avec le psychologue scolaire, toute l'équipe éducative, les parents, l'enfant, les enseignants et on s'assure de beaucoup de choses. Et il y a plein d'obstacles qui, dans certains cas, peuvent gêner ça et faire qu'on renonce à un saut de classe. Pour vous donner des exemples, un élève qui est particulièrement petit pour sa classe d'âge, parmi les plus jeunes, à un âge où on grandit très vite, par exemple, on va éviter de lui faire sauter une classe juste parce que ça veut dire qu'il va se retrouver vraiment très très petit dans la classe suivante par rapport aux autres. Donc physiquement, ça peut être problématique en fait. Et ça augmente le risque qu'il se fasse harceler. S'il est très bon, plus jeune et en plus tout petit, c'est, c'est- ça peut être embêtant. Donc, juste pour des questions aussi bêtes que ça, on peut renoncer à un saut de classe. Parfois, il y a des questions liées aux frères et aux sœurs. Donc, un exemple que je donne tout le temps, c'était une jeune sœur qui était à haut potentiel et sa grande sœur, qui avait 2 ans de plus, elle ne l'était pas. Et comme ça se passait dans un petit village où il y a une seule école, une seule classe pour chaque niveau, la plus jeune sœur avait déjà sauté une classe. En fait, il était question qu'elle en saute une deuxième. Et le psychologue a dit probablement, si elle saute une deuxième classe, elle va être meilleure que sa sœur, que sa grande sœur, qui déjà vit assez mal le fait que sa sœur cadette avance comme ça plus vite que la norme et pas elle.
et elle va se retrouver dans la même classe que sa grande sœur, avec probablement des meilleurs résultats, ça risque d'être catastrophique pour la grande sœur. Et donc pour la grande sœur, on a renoncé à ça aussi. Et puis il y a le cas que vous dites aussi, euh, pas de retard, mais juste d'une avance ordinaire affective qui fait que bah, si vous avez 8 ans et que vous êtes HPI, peut-être que vous avez l'intellect et la cognition d'un enfant de 10 ou 12 ans, mais pas le développement affectif. Et donc, effectivement, ça peut poser problème aussi, un problème d'intégration. Voilà. Mais quand on fait attention à tout ça, voilà, ce que montrent les études, c'est que donc, si on prend des cas où ça se passe bien, euh, bah, là, en général, c'est très positif. Voilà. Mais il y a des ratés. Il y a aussi des fois des élèves au potentiel qui sautent une classe et qui ensuite se retrouvent en échec à tel point qu'ils doivent redoubler en fait la classe. Donc c'est parfois très problématique. Il y a aussi Ah des oui. enfants qui n'ont pas du tout envie de sauter une classe, mais donc on ne le fait pas juste parce qu'ils n'ont pas envie. Alors il y a ceux qui n'ont pas envie juste parce qu'ils ont peur. C'est pas forcément une bonne raison, mais il y a ceux qui n'ont pas envie parce qu'ils aiment beaucoup que l'école ce soit facile pour eux, qu'ils n'ont pas envie de perdre leurs amis. Et qui se trouvent bien comme ça. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de raison pour eux de faire sauter une classe. Mhm. Une autre chose qui revient aussi assez souvent, je crois, dans les raisons de ne pas faire sauter une classe, c'est des élèves qui sont habitués à super bien réussir et être dans les premiers de la classe et qui supporteraient mal de se retrouver dans la moyenne. Et s'ils sautaient une classe, probablement, ils deviendraient des élèves moyens dans la masse, avec des notes plutôt bonnes mais pas excellentes, et que pour eux, ce serait un échec. Et dans ce cas, souvent là aussi, on renonce. Donc en gros, pour les perfectionnistes, parfois on peut renoncer aussi à un saut de classe pour ça. Mais donc, dans tout ce que vous dites, et vous l'avez d'ailleurs dit de manière tout à fait explicite au départ, il y a cette idée que le haut potentiel réussit généralement bien au niveau scolaire, et au niveau de son parcours, à la fois scolaire et professionnel. Or, ben, il existe quand même dans le grand public une idée un petit peu diffusée, parfois partagée, que le haut potentiel est plutôt associé au cancre parfois de la classe, à des personnes qui sont en difficulté scolaire et qui sont dans cette difficulté-là justement parce que elles ne sont pas forcément intéressées ou qu'elles n'ont pas le même type de réflexion que les autres élèves ou qu'elles ne répondent pas aux questions qu'ils ou ne répondent pas aux questions de la manière attendue par le professeur et que donc ils perdent par exemple des points et donc de plus en plus aussi en perte d'estime d'eux-mêmes et donc comment dire, leurs performances scolaires sont impactées par leur haut potentiel d'une manière cette fois négative. Qu'est-ce que vous pensez de cette vision qui est diffusée parfois dans le grand public? Ben, je pense que ça vient de ce que je vous disais tout à l'heure, du fait que les associations de parents d'enfants au potentiel ont dû dramatiser un peu les choses et prévoir des catastrophes pour obtenir quelque chose de l'éducation nationale, en tout cas en France et peut-être Mhm. même dans la francophonie. Euh, mais en réalité, voilà, si on y pense, d'abord, Le, les tests de quotient intellectuel, ça a été inventé exprès pour mesurer la probabilité qu'un élève comprenne bien à l'école. Donc ce serait très bizarre que quand quelqu'un a une note très élevée qui voudrait normalement dire qu'il a tout ce qu'il faut pour comprendre très vite et réussir à l'école, il réussisse particulièrement mal. Le- la deuxième chose, donc, mais là c'est évidemment ça reste théorique, là ce que je dis pour l'instant, mais après je vous parle des données. La deuxième chose, je pense, pour imaginer si on considère qu'on est juste quelqu'un d'ordinaire, on peut peut-être essayer d'imaginer la vie d'un haut potentiel quelconque en imaginant qu'on est dans une école qui est faite pour les élèves qui ont un déficit et donc qui ont beaucoup de mal à apprendre. Et donc ce que ça donnerait, voilà, j'imagine ce que ça peut donner. On vous enseigne par exemple comment poser une addition en cours. Et après, comme les élèves ont beaucoup de mal à comprendre, on vous répète ça pendant des heures et des heures, pendant des semaines et des semaines. Vous allez faire plein d'additions. Et à chaque fois, on va venir bien vérifier que vous avez bien fait exactement ce qu'il fallait. Et vous, vous êtes juste ordinaire, donc au bout de 10 ou 15 fois, vous avez compris. Voilà, vous savez faire. Et on vous oblige à continuer à faire ça pendant des semaines, toute la journée ou pendant des heures, enfin chaque semaine en tout cas.
Et donc, on peut imaginer que ça devient très inintéressant et qu'on trouve que c'est pénible et qu'à l'école, on s'ennuie beaucoup, mais pas qu'on trouve ça très difficile et qu'on ne comprenne pas ce qu'il faille faire, en fait. C'est un peu ça la position des hauts potentiels. On peut imaginer, c'est un peu ce qui se passe. Un élève ordinaire a besoin de 15 répétitions, lui de 3, mais on va quand même lui demander de faire 15 répétitions. Donc, oui, ça peut l'ennuyer, il peut trouver ça nul, il peut être cancre et s'intéresser à autre chose. Dans certains cas, effectivement, ils peuvent complètement décrocher, etc. Mais en général, ils trouvent que c'est facile. C'est ce qui distingue d'ailleurs l'ennui en classe, parce que quand on regarde l'ennui en classe, enfin la seule étude que j'ai trouvée sur l'ennui en classe qui distingue les hauts potentiels et les autres élèves, la conclusion, c'est que tous les élèves s'ennuient à peu près au même niveau à l'école, donc, plutôt beaucoup, mais pas pour les mêmes raisons, et que souvent les hauts potentiels disent que l'école, on s'ennuie à l'école parce que c'est trop facile, et qu'on répète la même chose plein de fois alors qu'on a déjà compris depuis longtemps. Et quand on les met dans des écoles plus adaptées à leurs besoins, ils continuent à s'ennuyer, mais pour d'autres raisons, en disant que c'est pas intéressant et qu'ils aimeraient mieux faire autre chose, mais pas que c'est trop facile. Et voilà, maintenant, donc ça c'est complètement théorique ce que je dis là, mais quand on regarde les données, il se trouve que parmi tous les mythes qui circulent un peu sur le potentiel, c'est le plus étonnant dans le sens où c'est le truc pour lequel on a le plus de données. On a littéralement des données sur des millions de personnes. Il y a plein de méta-analyses dans tous les pays qu'on peut imaginer. Au Danemark, ils ont fait passer des tests d'intelligence à tous les élèves et on a les résultats scolaires et tests d'intelligence, donc on sait ce qui se passe. Aux États-Unis, ils ont fait pareil avec de gros échantillons. Et juste en France, mais c'est pas du tout original, en France, il y a en 2007, je crois, il y a une étude organisée par l'Éducation nationale, très bien faite, où on a à la fois un test d'intelligence et tous les résultats scolaires. En fait, on a même toutes les informations sur un échantillon très bien fait de 36 000 élèves. Et on avait déjà fait la même chose sur 160 000 élèves dans les années 60 auparavant. Et à chaque fois, dans toutes les études, on retrouve exactement le même résultat, qui est que plus le QI est élevé, plus les résultats scolaires sont bons. Et en fait, il y a même pas d'effet plafond. C'est-à-dire qu'on trouve même une différence entre les QI 150 et les QI de 160, par exemple. Donc vraiment, c'est un résultat qui est très très bien établi, que quand le QI augmente, les notes ont tendance à augmenter. Alors évidemment, il y a toujours des cas particuliers, parce que c'est de la psychologie, pas de la physique. Donc il y a certains élèves en décrochage, il y en a qui sont complètement en échec, il y en a peut-être qui ne savent pas répondre aux questions. Ou qui n'ont pas compris ce qu'on attend d'eux, ou qui sont rebelles et qui veulent pas. Voilà, il peut y avoir plein de raisons, mais quand on regarde statistiquement, c'est vraiment ça, quoi. Le QI est un avantage. Et alors, les études, il y en a depuis la maternelle, donc avant même les apprentissages formels, jusqu'à l'université. Et, et puis, donc je vous dis, donc c'est valable à tous les niveaux de QI aussi, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir un QI de 80 que de 70, et il vaut mieux aussi avoir un QI de 160 que de 150 pour réussir à l'école. Et c'est valable dans toutes les disciplines, sauf éducation physique et sportive, où il n'y a aucun lien entre le QI et les résultats scolaires. Mais sinon, même en dessin, en musique, voilà, pour toutes les matières, en fait, il y a un lien positif entre les deux. Voilà. Et donc, c'est quelque chose de vraiment très bien établi. Et c'est valable aussi, vous parliez de la vie professionnelle, il y a aussi des études sur la réussite professionnelle. Et les personnes avec les QI les plus élevés, donc en particulier les hauts potentiels, ont tendance à avoir des métiers qu'ils ont plus choisis, qui sont mieux valorisés, qui sont mieux payés, et ils ont en général, à un niveau égal, enfin un métier égal, ils ont des meilleures évaluations de leurs supérieurs hiérarchiques quand on teste ça. Donc il y a Voilà, vraiment donc il y a aucune raison d'associer le haut potentiel intellectuel avec l'échec, qu'il soit scolaire ou qu'il soit professionnel. Donc c'est vraiment un mythe sur lequel je trouvais important effectivement de revenir parce que nous, quand on rencontre sur le terrain des personnes à haut potentiel, il y a forcément un biais d'échantillonnage puisque ce sont des gens qui sont en souffrance qui viennent nous voir. Et donc, parfois, à la faveur d'une difficulté, d'un échec scolaire lié, entre autres, à de l'ennui, c'est ce qui amène parfois des parents à consulter. Mais cette association échec scolaire et haut potentiel intellectuel n'a aucune raison d'exister, en tout cas quand on prend les données scientifiques. C'est intéressant. Et du coup,
il y a une autre association qui se fait régulièrement aussi, c'est l'association souffrance émotionnelle et haut potentiel intellectuel, avec même cet autre thème du haut potentiel émotionnel, qui serait une personne avec énormément d'émotions et donc très, très vite touchée et impactée dans sa vie émotionnelle et dans son stress. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces éléments-là? Alors d'abord, je voudrais juste préciser que quand on dit que les élèves à haut potentiel réussissent mieux à l'école, comme je dis, c'est en moyenne, hein. Et donc il peut quand même y avoir Ouais. des cas, et il y en a, d'échecs graves et tout ça. En fait, ce qu'il faut retenir, je pense, des données, c'est que quand c'est le cas, c'est-à-dire quand un élève est à haut potentiel et en échec scolaire, a priori, c'est pas à cause de son haut potentiel qu'il est en échec scolaire. C'est juste ça. Il y a autre chose à chercher. Ça peut être Mhm. des problèmes à la maison, ça peut être un désintérêt, ça peut être autre chose, ou ça peut être aussi, ça arrive parfois, un trouble que éventuellement on n'a pas vu parce qu'il est masqué par le haut potentiel. Donc voilà, c'est ça. Il y a plein de raisons possibles, mais en général, le haut potentiel peut pas être considéré comme une cause d'échec en soi. Alors après, il y a plusieurs choses qui sont mélangées là dans les histoires qu'on raconte sur tout ce qui est haut potentiel émotionnel, intelligence émotionnelle, etc. Souvent, il y a des confusions qui sont assez étranges parce qu'en fait, on inverse un peu les choses. Parfois, les gens considèrent qu'avoir une grande intelligence émotionnelle, ça veut dire être très émotif, alors que en fait, c'est plutôt l'inverse. Alors, quand on regarde les données, là encore, il y en a, et maintenant, il y a même des méta-analyses sur la gestion émotionnelle, les difficultés émotionnelles ou sociales. En fait, ce qu'on trouve, c'est que les hauts potentiels sont plutôt avantagés par rapport aux autres, en tendance. Ils ont tendance à mieux gérer leurs émotions, à mieux comprendre aussi les émotions des autres, et ils sont pas spécialement plus émotifs ou plus sensibles que les autres. Donc voilà, c'est plutôt mieux, avec en fait très peu de différence par rapport à ce qui se passe habituellement. Après, on parle souvent en lien avec le haut potentiel, de haut potentiel émotionnel. Alors, on pourrait le définir. Si c'est fait rigoureusement, on peut parler de haut potentiel émotionnel en disant, de même qu'il y a une sorte d'intelligence cognitive qui est mesurée par le QI, on pourrait définir une intelligence émotionnelle, et donc le concept existe. Les mesures sont discutables, mais enfin, en tout cas, le concept existe. Et on peut dire que l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à comprendre les émotions des autres, ses propres émotions, et à les gérer correctement. Donc, c'est un truc plutôt bien, si on veut, qui va pas dans le sens de grande émotivité. Alors, ça peut aller dans le sens de grande sensibilité, parce que ça veut dire qu'on ressent bien assez finement ses émotions, par exemple. Et donc, si on définit l'intelligence émotionnelle comme ça, on pourrait dire, ben, on va appeler haut potentiel émotionnel quelqu'un qui a une grande intelligence émotionnelle. Mais du coup, ça va pas être des gens qui correspondent à la description personne ultra sensible, qui supportent pas qui se craquent à la moindre émotion, etc. Au contraire, ce serait quelqu'un qui arrive bien à gérer ses émotions, même si elle les ressent finement, et pareil pour celles des autres. Donc ça, c'est pas problématique. Ce qu'il y a, c'est que quand j'ai regardé un peu, il n'y a pas grand-chose dans la littérature scientifique là-dessus. Mais disons que l'idée de définir un haut potentiel émotionnel me paraît pas du tout absurde. Mais simplement, il y a pas grand-chose. On n'a pas de mesure vraiment satisfaisante pour l'instant, je crois, de l'intelligence émotionnelle. Et j'ai pas vu d'études vraiment spécifiquement sur le haut potentiel émotionnel. Et Euh, il y a- Ouais. oui, j'allais dire, vous avez fait une étude, je pense avec Nathalie Claubert, sur la haute sensibilité, l'hypersensibilité, autrement dit dans le langage public. Est-ce que ce serait associé, ça, le haut potentiel émotionnel et ce que vous avez travaillé sur la haute sensibilité? Alors, dans la haute sensibilité, c'est mieux de dire haute sensibilité que hyper, parce que hyper, ça donne l'impression que Mhm. c'est trop. En fait, la sensibilité, c'est un trait de personnalité qui indique à quel point vous ressentez l- tous les stimuli, en fait, pas forcément émotionnels, mais entre autres émotionnels. Et donc voilà, il y a des gens qui ressentent plus le moindre changement d'environnement, par exemple, qui sont plus sensibles, donc qui peuvent à la fois plus le repérer, mais aussi peut-être plus y réagir. Il y a les deux composantes dedans, donc, et ça peut être
Donc, ça peut être des bruits, ça peut être des odeurs et ça peut être aussi des émotions. Donc, ça, voilà, ça, c'est un trait de personnalité. Les gens qui ont une grande sensibilité, on les classe dans haute sensibilité, mais bon, le découpage est un peu arbitraire. On peut juste parler d'un continuum de sensibilité, on est plus ou moins sensible. Jusque récemment, il n'y avait pas vraiment de bonnes mesures de sensibilité. C'est-à-dire, il y a des questionnaires qui existent, hein, qui sont validés, mais quand on regarde les statistiques, parce que les questionnaires ne sont pas faits n'importe comment en psychologie, on vérifie vraiment, il faut qu'ils soient validés, donc on vérifie que les questions mesurent bien la même chose, qu'il y a quelque chose de commun, qu'elles vont bien ensemble et qu'il n'y en a pas trop quand même, etc. Et Le le questionnaire questionnaire qui de existait Aron jusqu'à dans ce récemment, cas-là, c'est ça? Le ouais, c'est questionnaire ça, de oui, Hélène Aron au le départ, questionnaire ouais. Mm. ouais, c'était à peu près le seul questionnaire d'Hélène Aron et bon, il est validé mais pas terrible, on va dire ça comme ça. Et puis il Mhm. y a une équipe, je sais plus le nom de leur questionnaire, mais une équipe néerlandaise qui a développé un questionnaire vraiment beaucoup mieux que tous ceux qui existent jusqu'à présent. Bon. Et je parle de celui-ci en particulier parce que alors celui-là, il est bien validé, les statistiques sont nettement meilleures. Et ils ont ensuite utilisé leur questionnaire justement pour voir ce qu'ils trouvaient comme différence entre haut potentiel et les autres. Donc, c'est la seule publication scientifique que je connaisse pour l'instant sur le sujet. Et voilà, leur conclusion, c'est que les personnes à haut potentiel ont tendance à avoir une plus grande sensibilité positive. En fait, ils distinguent des aspects positifs et négatifs de la sensibilité. Les aspects positifs, c'est par exemple la sensibilité esthétique, la sensibilité à l'art, par exemple. Mhm. Je sais pas, dedans, on peut mettre le fait de pouvoir être ému par un tableau ou par un morceau de musique. Ça, c'est dans la sensibilité esthétique, ça fait partie de la sensibilité et ça a tendance à être un peu plus haut chez les personnes à haut potentiel. Et pour ce qui est de la sensibilité négative, c'est pas le cas. C'est pas plus haut chez les personnes à haut potentiel. Et dans négatif, il y a par exemple la difficulté de régulation, le fait d'être submergé. Donc par exemple, s'il y a trop de monde dans une pièce et que ça fait du bruit, c'est tellement insupportable que vous êtes obligé de partir ou de vous isoler parce que vous ne pouvez pas gérer. Ça, c'est un signe de sensibilité, mais ça va dans le côté plutôt négatif parce que ça peut être handicapant de la sensibilité. Voilà, donc en fait, Mais ce serait lié quand même à l'hyperesthésie, ça, alors à cette composante-là de l'hypersensibilité, le côté hyperesthésie de l'hypersensibilité, mais qui a certainement ses avantages aussi oui, bah, c'est lié parce qu'il y a le côté, la capacité à repérer, à à détecter repérer. des, Ouais. des stimuli faibles. Donc, voilà, mais là, quand on parle du côté négatif, c'est plus la réaction qu'on a en fait. Ah Parce qu'on oui, pourrait aussi ok. détecter très bien des tout petits stimuli sans être débordé. Vous pouvez, si on prend juste une histoire de son, par exemple, vous pouvez entendre des sons très très bas que les autres n'entendent pas, mais être capable de supporter des sons très forts qui pour d'autres, vont être tellement insupportables qu'ils vont se mettre à hurler ou ne pourront pas supporter de ne pas se boucher les oreilles, voilà, simplement. Donc ça, c'est un peu D'accord. deux choses différentes. Donc ce serait le seuil en fait de gestion des stimulations qui est déterminant sur Ouais. l'association en fait avec le haut potentiel. Ce seuil est plus élevé, même si les hauts potentiels ont une tendance à avoir cette sensibilité plus importante, plus accrue. Voilà, c'est ça. Donc, c'est On pourrait plus le haut dire comme pour ça. les aspects positifs. Ouais. Et ce test hollandais ou néerlandais, est-ce qu'il a été traduit en français? Est-ce que c'est une mesure actuelle qui est utilisable? Non, pour l'instant, il a été validé, je crois, en espagnol, Mhm. mais c'est tout. Il est très récent, hein. Ouais, Donc, il y d'accord. a une version française qui a été validée du test de Aaron. Ça existe, mais en français, pour l'instant, de valider scientifiquement, je crois qu'il n'y a que le test de Aaron. Nous, on avait développé un autre test qui Oui, était un peu mieux statistiquement que celui de Aaron, oui, dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, il est un peu mieux que celui d'Hélène Aron pour les statistiques de validation, mais il n'est pas aussi bien que le test néerlandais. Par contre, le test néerlandais, je vous dis, il existe en néerlandais et en espagnol, mais pas en français. d'accord. Et votre test à vous, il est déjà paru, il est validé et utilisé ou pas encore? Non, alors
si tout se passe bien, c'est en cours d'écriture, l'article. Moi, j'y participe plus, donc voilà, c'est d'autres personnes qui sont en train de rédiger ça normalement. On avait déjà les données, hein, donc j'avais regardé les statistiques. Donc, il est, si on veut, c'est validé, si on veut, mais il faudrait encore que ce soit publié dans une revue pour que ce soit vraiment établi, quoi. Donc, on en Ok, est là. d'accord. Donc là aussi, on a un petit peu parlé de ce mythe sur l'association entre le haut potentiel intellectuel et la souffrance. Néanmoins, en clinique, moi, je réalise qu'il y a quelque chose qui est assez récurrent chez les personnes à haut potentiel, c'est ce sentiment euh, de ne pas être au bon endroit au bon moment, de ne pas se reconnaître parmi leurs pairs et du coup, souvent, non pas avec un sentiment de supériorité, au contraire, avec vraiment comme un syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, les personnes à qui je propose de faire un bilan, ils ont souvent cette réaction de, alors là, effectivement, j'ai l'impression de venir d'une autre planète, mais par contre, je ne pense vraiment pas être plus intelligent que les autres. Au contraire, j'ai l'impression de ne rien comprendre aux codes sociaux et à ce qui est euh, voilà, à ce qui rassemble les autres personnes. Elles ont ce sentiment, enfin, ils ou elles ont ce sentiment de décalage. Alors à nouveau, c'est un public qui est un public qui consulte. Euh, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans un public plus large ou c'est uniquement lié à ce biais dont on a parlé d'échantillons dans nos consultations? Non, alors là, pour le coup, le sentiment de décalage, c'est quelque chose qui n'est pas du tout remis en cause. Alors, j'ai pas vu d'études qui essayent de mesurer le sentiment de décalage, mais disons, donc j'ai pas de données factuelles, mais j'ai lu nulle part que quelqu'un remettait en cause que chez les HPI, il y a un sentiment de décalage parce qu'ils sont effectivement différents de la norme. Et je pense que c'est un truc qu'on ressent, quelle que soit la raison pour laquelle on est différent, on sent un décalage. Si on est particulièrement grand, on se sent décalé par rapport aux autres, particulièrement petit. Voilà, quand on n'est pas comme les autres. Et quand on est particulièrement intelligent, en fait, ça sent, les enfants très tôt voient bien qu'il y a un élève qui comprend tout du premier coup, qui a pas besoin de travailler pour réussir, et que eux, c'est vraiment en travaillant très 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 dur qu'ils arrivent à avoir une note à peu près correcte quand l'autre réussit très bien en faisant rien, par exemple. Je caricature à peine. Et donc, oui, le sentiment de décalage, je pense que c'est quelque chose, en tout cas, de bien admis, voilà, même si je n'ai pas les données. Et je pense pas du tout que ce soit réservé aux patients. Par contre, après, alors ça peut être un problème ou pas. Il y en a qui réagissent en s'adaptant, donc en jouant une espèce de rôle pour se fondre un peu dans la masse. Il y en a qui réagissent avec un sentiment de supériorité, et peut-être que ceux-là consultent moins, je sais pas. D'autres qui sont un peu dans le déni en disant que non, ils sont pas plus intelligents que les autres. Et donc, voilà, c'est peut-être cela qu'on retrouve. Après, l'idée d'avoir un syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire en fait l'idée qu'on n'est pas aussi fort que ce qu'on est vraiment. En fait, c'est assez naturel parce que pour à peu près n'importe quelle mesure, quand on fait partie des meilleurs, du fait simplement que si on se trompe, ça peut être que dans un sens. Si je caricature, la personne la plus intelligente du monde, si on lui demande de se classer, est-ce qu'elle est la première, la plus intelligente, ou la deuxième, ou la troisième, elle peut se tromper que en se sous-estimant. Donc s'il y a une erreur, en fait, elle va se sous-estimer. Et en généralisant un peu, voilà, ceux qui sont très intelligents, juste parce qu'il y a de l'incertitude, vont plus se tromper dans le mauvais sens, donc en pensant qu'ils sont moins intelligents que ce qu'ils sont. Et du coup, ça peut donner ce syndrome de l'imposteur si les autres leur envoient un truc qui leur paraît surestimé par rapport à ce qu'ils sont. Donc, ça, c'est pas étonnant que ça arrive effectivement, que les personnes les plus intelligentes se pensent moins intelligentes que ce qu'elles sont. Mais en général, quand on regarde, en fait, donc là encore statistiquement, hein, je dis pas chez les personnes consultantes, mais globalement sur la population, ce qui se passe, c'est que les personnes très intelligentes ont tendance à se sous-estimer, mais en se pensant quand même assez intelligentes. C'est-à-dire, bah, si je donne des chiffres juste comme ça, quelqu'un qui a un QI de 160 va penser qu'il a un QI de 150, quelqu'un qui a un QI de 140 va penser qu'il a un QI de 120, et quelqu'un qui a un QI de 100 va penser qu'il a un QI de 110 peut-être, quelque chose comme ça. Donc lui, il va se surestimer. Mais ça s'inverse pas, c'est-à-dire que si on demande d'estimer en moyenne, hein,
Si vous demandez à une personne qui a un QI de 90 d'estimer son QI et un autre qui a un QI de 120 d'estimer son QI, celui qui a un QI de 120 va peut-être se sous-estimer et l'autre se surestimer, mais ils vont quand même rester. Voilà. Donc celui qui a 90 va dire qu'il a 95 et celui qui a 120 va dire qu'il a 110. Mais ça ne s'inverse pas. Donc il peut y avoir quand même ouais, cette impression un peu en dessous de la réalité. Et ça s'explique en fait juste par le fait qu'il y a de l'incertitude sur ce qu'on est et puis sur, voilà. Et donc ça peut se traduire, oui, si les autres envoient un truc beaucoup plus positif, ça peut se traduire par un syndrome de l'imposteur. Donc Oui, cette et impression d'être surestimé partout. pour moi, il y a un facteur que j'observe aussi dans cette sous-estimation, c'est vraiment le niveau d'exigence qui est assez élevé et que donc forcément, avec un niveau d'exigence et d'idéal et de perfection assez important, ben, je peux me situer qu'en dessous de celui-là. Puisque ce que je vois, c'est ce qui est au-dessus de moi. J'ai l'impression que ça, c'est quelque chose d'assez présent aussi chez les personnes que j'accompagne, qui se sentent forcément en dessous de certaines attentes qu'elles pourraient avoir vis-à-vis d'elles-mêmes. Alors là, il y a eu il n'y a pas longtemps une méta-analyse sur cette question. En ce moment, il y a beaucoup de méta-analyses sur Ouais. le HPI, donc, sur le haut potentiel et le perfectionnisme. Et Mhm. il se passe un petit peu la même chose que pour la sensibilité, c'est-à-dire que les gens qui travaillent sur le perfectionnisme distinguent, là encore, le perfectionnisme positif et négatif. Le perfectionnisme négatif, c'est celui qui fait que vous êtes bloqué parce que vous avez tellement peur de rater que du coup, vous n'arrivez pas à avancer. Et de ce point de vue-là, les hauts potentiels n'ont pas plus de perfectionnisme négatif que les autres. Donc, c'est pas un problème général. Ça peut arriver évidemment au cas par cas. Par contre, ils ont plus de perfectionnisme positif. Le perfectionnisme positif, c'est ce que vous dites, c'est les attentes, c'est ce qu'on se fixe nous-mêmes comme objectif. Donc en fait, ce que ça renvoie comme idée, c'est plutôt que les hauts potentiels n'ont pas spécialement tendance à avoir peur de rater ou je ne sais pas quoi, mais comme ils ont conscience de pouvoir faire plus que les autres, ils exigent d'eux-mêmes plus que les autres. Mais en fait, donc en tendance, en moyenne, c'est juste ajuster à ce qu'ils sont capables de faire. Donc c'est pas trop non plus. Si c'est trop, ce serait problématique et ça deviendrait, ça aurait un impact sur le perfectionnisme négatif. Et donc là, peut-être, ceux qui consultent et qui ont des difficultés de ce point de vue-là, c'est ceux qui ont mis la barre trop haut, par exemple, ou qui ont un perfectionnisme négatif particulièrement élevé, les deux étant probablement liés, mais c'est pas le cas général en tout cas. Et là où moi je me dis il y a certainement un biais dans nos consultations cliniques, il- je me demande s'il n'y a pas un autre biais dans la recherche, c'est-à-dire que vous parlez de personnes à haut potentiel, mais ce sont des personnes forcément qui, si elles participent à ces études, c'est qu'elles sont en connaissance de leur haut potentiel. Et moi, je constate effectivement que quelqu'un qui prend connaissance de son haut potentiel parce qu'il est dépisté, va effectivement changer de vision sur lui-même. Et que du coup, ce perfectionnisme ou ces exigences élevées euh, vont prendre un autre sens. C'est pas à partir du moment où quelqu'un apprend qu'il a un haut potentiel, c'est plus un sentiment d'échec ou un sentiment d'infériorité, c'est une compréhension différente de soi qui fait que on peut accepter ces exigences comme étant quelque chose qui nous motive, quelque chose qui nous fait avancer. Ici, moi, je parle surtout de personnes qui ne connaissent pas encore leur haut potentiel. Ah, alors ça, c'est très intéressant parce qu'il y a deux choses très intéressantes dans ce que vous dites. Une, c'est l'importance de l'étiquette. Quand Mhm. on apprend qu'on a un potentiel, ça change beaucoup de choses. Et Ouais. bon, ça, c'est plutôt une question pour les cliniciens. Mais, mais oui, c'est quelque chose de très important. L'autre, c'est effectivement, dans beaucoup de recherches, il y a un biais. Et je pense que pour les recherches sur le perfectionnisme, faudra les voir. C'est effectivement le cas. Pour beaucoup de recherches, surtout les plus anciennes. Quand on voulait savoir quelque chose sur le potentiel, on compare un groupe au potentiel et un groupe ordinaire. Donc le groupe ordinaire, on le trouve comme ça, c'est facile. Le groupe à haut potentiel, comme ça se voit quand même pas comme ça à la tête des gens, on est obligé d'aller le chercher quelque part. Et donc souvent, on allait le chercher soit dans des associations, soit auprès de psychologues. Donc en fait, c'était des personnes consultantes, soit, bah, soit on demandait aux enseignants.
de repérer des élèves qui sont peut-être au potentiel et on teste que cela. Et dans tous les cas, ça fait des biais. Parce que si vous dites, si par exemple vous allez dire aux enseignants, euh, désignez-moi trois élèves dans votre classe qui réussissent particulièrement bien, qui sont intelligents, qui ont beaucoup de vocabulaire, qui sont rapides, et qu'on va les tester pour voir s'ils sont à haut potentiel. Bah, s'il y en a un autre qui a l'air de rien, qui a un échec scolaire, qui est lent et qui est à haut potentiel, évidemment, on ne le verra jamais, lui. Donc c'est embêtant parce que là, on a un biais du côté des représentations des enseignants ou de ce qu'on leur a demandé. Quand on va dans des associations, il y a des gens qui ont regardé un peu ce qu'on trouve, par exemple, avec l'association Mensa, où on est sûr que tout le monde est au potentiel parce qu'ils ont passé un test. Mais le truc, c'est que les gens qui ont envie d'aller dans une association de personnes à haut potentiel, c'est pas juste des personnes à haut potentiel, c'est des personnes à haut potentiel qui ressentent ce besoin pour une raison ou une autre. Mais enfin, de fait, quand on regarde à Mensa, par rapport aux autres hauts potentiels, on trouve beaucoup plus de troubles et de difficultés émotionnelles et sociales que parmi les autres personnes à haut potentiel. Alors, c'est vrai que c'est un cas vraiment récurrent dans beaucoup d'études. Par contre, ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a aussi des études, et la dernière à laquelle j'ai eu la chance de pouvoir participer, enfin participer aux analyses, pas à l'étude, se portait sur 500 000 personnes. C'est vraiment des grosses études. Donc, il y a de plus en plus comme ça de grosses études où on mesure à la fois le QI, quotient intellectuel, de plein de gens pris comme ça au hasard, donc sans sélectionner des hauts potentiels, plus d'autres choses. Donc là, la dernière à laquelle j'ai participé pour les analyses, ça s'appelle UK Biobank. Donc c'est une grande base de données euh, du Royaume-Uni où on a, donc c'était 500 000 personnes au départ qui ont passé plein de tests, notamment cognitifs, ce qui fait qu'on peut mesurer le quotient intellectuel. Et puis on a plein d'informations. Donc on sait, on a tous les enregistrements psychiatriques, mais médicaux aussi. Donc on a vraiment plein d'informations sur eux. Et des études comme ça, il y en a quand même quelques-unes. Bon, c'est une minorité hein, des résultats, mais il y en a quand même quelques-unes, ce qui fait que dans certains cas, donc je ne suis pas sûr que ce soit vrai pour le perfectionnisme, honnêtement, mais par exemple, pour la prévalence de la dépression, du trouble anxieux, du trouble bipolaire, etc., enfin, toutes sortes de troubles, on a au moins cette énorme étude sur 500 000 personnes qui permet vraiment de regarder les choses avec des gens qui ne savent pas, ou pas forcément qui sont au potentiel, mais la plupart ne le savent pas, et qui ne sont pas choisis parce qu'ils sont dans une association ou qu'ils ont été identifiés comme tels. En fait, c'est juste, on en a juste pris 500 000 personnes comme ça dans la population générale. Et donc, évidemment, parmi eux, il y en a pas mal qui sont au potentiel. Et ça permet de répondre. Voilà. Des études comme ça, il y en a quand même. Voilà, il y en a au moins deux en France récemment. Il y a celle-ci, la UK Biobank, qui est vraiment énorme. Et puis, il y a en Nouvelle-Zélande, par exemple, il y a aussi ce qu'on appelle la cohorte Dundee. C'est 1000 personnes comme ça qui ont été aussi sélectionnées dans le public, dans la population, et pour lesquelles on a aussi des informations. Voilà, il y en a quelques-unes comme ça. D'accord. Donc, Ce sont donc des mais personnes. c'est vrai que c'est voilà, mais c'est vrai que c'est quand même un problème récurrent et que dans certains cas, comme probablement pour le perfectionnisme, en fait, les données se basent sur des personnes qui... Non, il y a un double biais, hein. D'abord, elles savent qu'elles sont au potentiel, ce qui est, potentiellement change effectivement certaines choses. Et en plus de ça, si elles savent qu'elles sont au potentiel, en général, il y a une raison. Donc, c'est soit qu'elles se sentaient mal et qu'elles ont euh, consulté ou qu'elles ont voulu rejoindre une association. Mais en tout cas, il y a quelque chose de particulier qui fait. Parce que dans la plupart des cas, en fait, ce qui se passe pour un haut potentiel, c'est juste, il réussit bien à l'école, il a un métier qui lui plaît à peu près, et puis voilà, il fait sa vie, il se demande pas. Ouais, ils se sentent peut-être un peu différents des autres au début, et puis après, comme ils choisissent des études, souvent, je prends vraiment le cas classique, quoi, hein, plutôt difficile, il se retrouve avec des gens un peu comme lui, puis il a plus trop de sentiments de décalage parce que l'environnement a changé, et puis il se pose jamais vraiment la question de savoir s'il a au potentiel ou pas, il passe jamais de test. Oui, c'est ça. Mais effectivement, pour le public des consultants, moi, je trouve que c'est toujours intéressant s'il y a des éléments qui me mettent sur cette piste-là, de leur proposer un bilan, parce que, en tout cas, pour ceux qui le font, je constate vraiment un grand changement sur la représentation de soi, en tout cas les Mm. personnes qui étaient touchées sur leur estime d'elles-mêmes, et qui peuvent en fait du coup modifier ça. Et
ou aussi, en fait, ça impacte parfois différemment certains parcours professionnels, où des Mm. personnes, en fait, se rendent compte qu'elles sont pas tout à fait dans le domaine qui leur correspondrait. Et dans ce domaine-là, elles sont pas reconnues, ou leurs atouts ne sont pas mis en valeur. Et les envoyer ou leur proposer un bilan peut parfois vraiment les amener à prendre conscience de leur zone de potentiel quand il y a un haut potentiel qui n'est pas toujours hétérogène, qui n'est pas toujours homogène, hein, parfois c'est hétérogène, mais de prendre conscience de ça, ça permet aux gens d'avoir souvent une meilleure estime d'eux-mêmes, une meilleure confiance en eux et de comprendre d'où vient parfois leur sentiment de décalage. En tout cas, que c'est une piste possible. Euh, mais du coup, ça se fonde aussi sur l'idée que je peux être capable de reconnaître à certains éléments des personnes à qui je vais proposer ce bilan-là. Qu'est-ce que vous pensez de ces reconnaissances un petit peu intuitives qu'on peut avoir dans nos cabinets? Parce que c'est ça qui nous permet en fait de nous dire, ben voilà, cette personne-là, je pense que ce serait intéressant pour elle de faire un bilan. Alors, intéressant de faire. Bah, il y a deux choses différentes. C'est est-ce qu'on peut reconnaître une personne à haut potentiel sans faire juste comme ça en discutant avec? Et c'est un peu vrai, mais c'est pas très fiable. On peut se Non. tromper, mais il y a des éléments quand même. Voilà, on est capable de voir quand quelqu'un réfléchit bien, parle vite, avec un vocabulaire assez avancé, euh, qu'il a manifestement une bonne mémoire, une bonne logique, je sais pas. Donc il y a des choses qu'on peut voir, même si c'est pas fiable. Voilà, on voit quand même quelque chose. Donc on peut les reconnaître dans une certaine mesure. J'ai une collègue clinicienne qui avait essayé de deviner, avant de faire passer chaque test, elle essayait de deviner le résultat. Oui. Alors, comme elle est très rigoureuse, elle a dit ça marche pas, mais en fait, ça marche quand même pas mal, hein, statistiquement. C'est-à-dire, évidemment, elle n'est pas capable de distinguer correctement qui sera au-dessus de 130 et qui sera pas au-dessus de 130. Mais globalement, ça lui est pas arrivé d'imaginer que quelqu'un avait un QI de 90 et puis finalement, c'était 145. Ça arrive pas. Bon, Hmm. après, évidemment, c'est pas très, très fiable non plus. Bon, mais voilà, de mon point de vue, c'est quand même, voilà, il y a quand même quelque chose. Et puis l'autre question, c'est de savoir si c'est intéressant pour la personne de passer le test. Et ça, je pense que c'est une question Oui, beaucoup plus complexe. C'est indépendamment du fait de savoir si elle est ou pas. J'imagine que pour certaines personnes, c'est une catastrophe d'apprendre qu'elles ne sont pas au potentiel. Pour d'autres, c'est très déstabilisant d'apprendre qu'elles le sont. Et en fait, moi, j'avais fini par me dire que cette étiquette de haut potentiel, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça, parce que en fait, il se passe, ce que je dis tout le temps, il se passe rien de spécial à 130 et qu'on a un QI de 135 ou 125, ça change pas grand-chose. Ça fait pas plus de différence qu'entre 100 et 110, quoi. Donc, c'est pas non plus. Mais le fait qu'il y ait une étiquette, ça fait que les gens vont pas ressentir du tout la même chose si on leur dit qu'ils ont 128 et si on leur dit qu'ils ont 132. Voilà. Enfin, voilà, je tiens pas compte là des intervalles de confiance. Mais en gros, on va, du fait qu'il y ait une étiquette, les gens vont se focaliser sur l'étiquette et vont interpréter vous n'êtes pas au potentiel comme vous êtes ordinaire ou voire pas intelligent, alors que c'est faux. Et puis à l'inverse, peut-être avoir un haut potentiel, ça peut pousser certains à tout interpréter leur vie comme en fonction de ça. Ça, je vois ça. Donc, ouais, c'est vous qui allez confirmer, mais parce que je suis pas clinicien, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens qui apprennent qu'ils sont au potentiel à la suite d'une sorte d'errance comme ça, psychologique, où ils savent pas trop ce qu'ils ont, mais ils ont beaucoup de problèmes, ils n'arrivent pas à garder un travail ni un conjoint, finissent par se dire que tout ça, ça leur arrive parce qu'ils sont trop intelligents et que c'est pas forcément une bonne chose pour eux. Donc peut-être que pour eux, c'est pas bien, même s'ils sont à haut potentiel, de le savoir. Mais bon, ça, c'est une question clinique plus que. oui, bah, c'est ce qui peut se passer effectivement quand ces personnes-là vont se baser également sur d'autres mythes associés Oui. au haut potentiel. Et donc expliquer éventuellement toute une souffrance de vie par le fait qu'ils ont un haut potentiel. Moi, j'entends énormément de personnes euh,
qui peuvent ignorer, par exemple, un autre fonctionnement parce qu'ils l'expliquent par le haut potentiel. Des crises de colère, par exemple, qui peuvent ignorer des difficultés de concentration. Donc, où là, ça devient intéressant à un moment, en fait, de sortir de cette case du haut potentiel pour aller explorer d'autres choses. Et où je trouve qu'il est important de faire un diagnostic différentiel, même si le haut potentiel n'est pas un diagnostic. Enfin, c'est un fonctionnement, mais il n'est pas censé expliquer une série de symptômes souffrants qui existent parfois depuis très longtemps. Parce que, voilà, des personnes vont parfois avoir une dépression et vont se l'expliquer par un haut potentiel ou d'autres choses qui mériteraient d'être reconnues parce que c'est un véritable trouble dans ce cas-là. Euh, je travaille beaucoup avec des personnes qui ont un TDAH et qui, pendant quelques années, ont d'abord appris qu'elles avaient un haut potentiel et ont expliqué leur TDAH par le haut potentiel. Euh, Or, il y a les deux dans beaucoup de cas. Est-ce qu'il y a des études qui portent, par exemple, sur l'association entre le haut potentiel et le TDAH? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus élevé avec cette idée peut-être que la personne avec un TDAH est intéressée par beaucoup de choses et donc peut-être a plus de chances de pouvoir, par cette curiosité élevée, développer plein de connaissances, plein de zones de savoir? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait être lié? Alors, si on regarde juste la prévalence, là, je vous Mm. parle des données, du coup, de l'étude dont je parlais tout à l'heure, là, sur les 500 000 personnes, donc c'est des données bien fiables. Pour à peu près tous les troubles, on a tendance à en trouver moins chez les HPI, pour tout, y compris TDAH, tout ça. Donc, en général, soit il n'y a pas de différence, soit c'est plutôt moins fréquent chez les hauts potentiels. Ceci dit, la différence est rarement très importante. Donc, ça veut dire qu'il n'y en a pas tellement, il y en a un peu moins, mais pas beaucoup moins. Et puis, vous imaginez qu'avec un échantillon aussi grand, on va détecter le moindre écart. Donc, s'il y en a un tout petit peu moins, ça va se voir. Donc, ça veut dire que le HPI, ça prédispose pas au TDAH ni l'inverse, mais que on peut avoir les deux et que parmi les HPI, il y en a à peu près autant que dans la population générale qui ont aussi un TDAH, un tout petit peu moins, mais à peu près pareil. Et donc l'association des deux existe. Et il y a pas mal de publications sur ces questions-là, de ce qu'ils appellent les twice exceptional, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à la fois à haut potentiel et euh, qui ont un trouble. Donc ça peut être un trouble du spectre de l'autisme ou un TDAH ou autre, ou un trouble spécifique des apprentissages, par exemple. Euh, Et ça pose des questions particulières. Voilà. Et alors, dans ce qui revient souvent, il y a des confusions possibles. Donc, sur le TDAH, je n'ai pas lu grand-chose, donc je vous laisse l'expertise de ça. Mais par exemple, sur l'autisme, j'ai vu des articles plutôt cliniques qui disent qu'on peut parfois confondre des traits autistiques avec des traits qu'on peut retrouver chez les HPI et du coup confondre les deux quand il s'agit d'autisme de haut niveau. Et donc, par exemple, on peut confondre l'intérêt, l'engagement dans la tâche qu'on peut retrouver chez les HPI et le fait qu'ils puissent se passionner pour un sujet vraiment à fond avec les intérêts restreints des personnes avec C'est autisme, ça, par exemple. ouais. Voilà. Mm. Donc, ils disent, c'est pas que ni que c'est souvent ensemble, ni que l'un favorise l'autre, mais par contre, on peut confondre les deux, ça peut arriver. Et ça peut avoir des implications embêtantes parce que si on confond les deux ou si on rate l'un des deux, évidemment, on va pas aider la personne comme il faut. Euh, Par exemple, on cite souvent le cas de la dyslexie, parce qu'on peut être HPI et dyslexique. Et la dyslexie, plus c'est pris tôt, mieux c'est, parce que on peut aider assez bien les personnes dyslexiques. Mais quand elles sont en plus avec un HPI, ce qui se passe, c'est qu'elles arrivent à compenser leurs difficultés de lecture ou de compréhension par le HPI. Du coup, ça ne se voit pas qu'elles sont dyslexiques. Alors parfois, on a l'impression que c'est juste des HPI et on ne s'occupe pas de la dyslexie. Parfois, on voit ni l'un ni l'autre parce que du coup ils réussissent relativement bien, mais pas non plus très bien, parce qu'ils arrivent juste à compenser la dyslexie, mais c'est tout. Et donc on s'occupe pas du tout de la dyslexie et on se rend pas compte qu'ils sont à haut potentiel non plus. Et puis on s'en rend compte beaucoup plus tard, ce qui fait que de la dyslexie, je parle, ce qui fait qu'elle est moins bien prise en charge, du coup.
Donc ça peut être embêtant le fait que ça puisse se masquer. Mais en gros, ce qu'il y a à retenir juste sur la prévalence, c'est que pour à peu près tous les troubles, les HPI sont plutôt favorisés, c'est plutôt protecteur. Et en gros, il y a dans la littérature scientifique un peu plus ancienne, il y avait deux grandes théories, c'est-à-dire, en gros, tout le monde est d'accord pour dire que l'intelligence, normalement, c'est quelque chose de plutôt positif, qui donne des outils pour avancer, etc. Mais que une très grande intelligence, ça peut aussi poser des défis, ne serait-ce que parce qu'il y a ce sentiment de décalage. On ne se sent pas comme les autres, on a du mal peut-être à trouver sa place. Donc ça peut aussi poser des défis. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qui l'emporte entre les deux. Et puis il y avait donc il y a eu ce qu'on appelait l'hypothèse de la vulnérabilité, qui dit c'est plutôt le négatif qui l'emporte et les personnes avec haut potentiel vont du coup être plus susceptibles d'avoir de l'angoisse, des dépressions, etc. Ou alors l'hypothèse inverse, qui dit que c'est plutôt le côté positif qui l'emporte, qu'on appelait l'hypothèse de la résilience. Voilà, et là les données vont très 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 nettement dans le sens de l'hypothèse de la résilience. Ce qui ne veut pas dire qu'une grande intelligence, ça pose pas aussi des défis, il y avait un sentiment de décalage, que des fois ça peut être embêtant, que aussi dans certains environnements, ça peut même. Parce que ça dépend aussi beaucoup de l'environnement. Parce que si on prend un élève, par exemple, ordinaire, euh, dans les plus petites classes et dans les plus grandes, donc en France, à l'école élémentaire, puis au lycée, en général, les bons élèves, ceux qui comprennent vite et tout ça, sont plutôt bien vus. Ça, c'est la moyenne. Entre les deux, il y a la période difficile du collège chez nous, début de l'adolescence, où ils sont plutôt mal vus et où c'est plus difficile Mhm. pour les HP. Alors que habituellement, c'est plus facile, mais ça dépend aussi beaucoup de l'environnement et vous pouvez vous retrouver dans des environnements, dans certaines villes, certaines écoles, où on se fait harceler parce qu'on réussit bien et qu'on est bon élève, ce qui pousse certains même parfois à se cacher en faisant exprès des fautes dans tous les examens pour se fondre dans la masse. Donc voilà, donc en fonction de l'environnement, ça peut être. Voilà, c'est aussi pour dire que personne ne nie qu'il puisse y avoir aussi des difficultés et des défis qui se posent du fait d'une intelligence très élevée et souvent en fonction du contexte, mais que quand même, c'est les aspects positifs globalement qui l'emportent en général. Oui, donc ça, j'ai envie de garder ceci comme conclusion peut-être de cette interview, c'est qu'effectivement, les vulnérabilités, elles existent, elles sont pas niées, et qu'aujourd'hui, en tout cas, la science nous montre qu'il y a plutôt des effets positifs du haut potentiel intellectuel, et que peut-être pour appréhender ceci, que pour pouvoir aller vers ces effets positifs, est-ce que vous considérez qu'une identification à large échelle est importante? Ou bien est-ce que identifier le TDAH n'a de sens que si celui-ci constitue, par exemple, une souffrance? Le HPI, hein. Pardon, Identifier le le HPI. HPI, oui, je parle du Le TDAH. TDAH, je pense que c'est important de Ouais, ça c'est très important. Mais ouais. pour le haut Le- potentiel, est-ce que c'est important? Je, je, pen- euh, je ne crois pas. Je pense pas. Je crois vraiment que c'est une question clinique et que c'est au cas par cas et que Ouais. c'est le psychologue qui est capable de voir en fonction de la situation. C'est une question complexe et individuelle si c'est bien ou pas pour une personne de savoir si elle a au potentiel. Mais je pense pas que ce Mhm. soit bien en général. Parce que je crois qu'il y a des gens qui D'accord. réagissent mal, soit au fait d'apprendre qu'ils sont au potentiel. Et donc en faisant de la psychologie de comptoir. Pour certaines personnes, peut-être que si on leur dit en plus qu'elles sont au potentiel, elles vont juste devenir imbuvables, prétentieuses, prendre tout le monde de haut, et ça va très mal se passer. Et pour d'autres, qui peut-être sont très fragiles sur plein de choses, mais juste qui se raccrochent au fait qu'ils sont intelligents et au-dessus de la moyenne, et qui ont 125 de QI, on va leur dire qu'ils sont pas au potentiel, tout va s'effondrer parce qu'ils se raccrochaient juste à leur intelligence. Et comme il y a cette étiquette, malheureusement, on peut pas leur dire juste c'est 125, c'est très au-dessus de la moyenne, c'est très bien, voilà. S'ils regardent juste la définition, ils vont dire moi, tout ce qu'ils voient, c'est je ne suis pas au potentiel, hein. C'est le seul truc où j'étais bon et c'est. Donc je pense pas que ce soit bien pour tout le monde et je crois vraiment que c'est une question pour les cliniciens et pas une question globale scientifique. Là, je vois pas quels critères choisir comme ça de façon générale. C'est ça, d'accord. Eh bien,
Je vous remercie énormément. Je vais rappeler le titre de votre bouquin sur le haut potentiel que je trouve vraiment très important et très intéressant, surtout pour les personnes qui décident de travailler dans ce domaine-là. Donc, c'est Psychologie du haut potentiel que vous avez coordonné avec Nathalie Claubert et qui offre une vision assez claire de ces différents modèles sur le haut potentiel actuel, intellectuel, dans la science actuelle et aussi une mise en lien avec toute l'histoire du haut potentiel. Ouais. Et pour ceux qui veulent quelque chose de beaucoup plus léger, il y a une petite bande dessinée dans la tête des hauts potentiels, des HPI, qui est sortie il n'y a pas très longtemps aux arènes, mais Ah, ça s'adresse génial. plutôt aux adolescents ou aux parents d'enfants concernés. Donc c'est pas du tout le Super. même niveau de profondeur et de détail. Mais, voilà. Eh bien, c'est génial. Et je suis impatiente et en attente de la validation de votre test sur la sensibilité élevée, parce que c'est aussi des questions que les gens nous posent souvent en séance, hein, de Mm. savoir si elles ont une sensibilité élevée et comment gérer tout ça dans son quotidien. Donc voilà, c'est très important de pouvoir disposer en fait de tout ce matériel dans nos accompagnements. Merci beaucoup Merci, et belle journée. merci, vous aussi.